Bonjour à tous, donc on va continuer dans ce concept d'analyse vidéo. Je vois que ça vous a plu. J'ai eu des bons retours sur les différents réseaux sociaux, Snap, Facebook. J'ai eu quelques retours sur la dernière vidéo en commentaire ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense qu'on va faire ça assez régulièrement. Enfin, que je vais faire ça assez régulièrement parce que comme je l'ai dit, même moi ça m'arrange parce que c'est un gain de temps par rapport à quand je le fais à l'écrit, tout simplement. Là, ça me permet vraiment de dire pas mal de choses, donc même pour vous, je pense que c'est mieux. Euh, donc, euh, donc voilà, deux infos à vous transmettre avant de commencer. Donc vous l'avez peut-être vu là, je l'ai mis sur Snap il y a une petite heure. Steph Curry is back. Monsieur Stephen Curry fait son retour face à Washington ce dimanche. Donc c'est une très bonne nouvelle. Faut pas espérer grand chose des Warriors sur cette fin de saison, mais ça fait toujours plaisir de voir un tel joueur de retour sur les parquets, forcément. Les Warriors vont forcément être un petit peu plus attractifs, mais même si j'espère rien, ça va être intéressant déjà pour Curry, par exemple, de créer quelques petits automatismes, par exemple avec Wiggins. Voilà, ces petites choses comme ça. Ça va permettre de travailler un petit peu ensemble pour préparer la saison prochaine. Tout simplement. Deuxième point, tennis. Alors moi cette nuit j'ai proposé un bet tennis pour aujourd'hui qui était Kvitova Wawrinka. Là je me suis levé, j'ai allumé la télé, j'ai regardé le match de Kvitova. Il y a un vent de fou. C'était du n'importe quoi. Vraiment mon conseil à vous donner là, c'est ne pariez pas sur ce tournoi-là aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai vu ça, j'avais quand même, je vous dis pas parier, mais j'avais quand même envie de prendre Kuznetsova contre Anisimova. Je l'ai proposé au moment où j'ai posté le pronostic pour les membres. Anisimova a déclaré forfait. Ouais. Et elle n'est pas blessée ou quoi, hein. Enfin il me semble pas, je vais pas regarder, mais c'est tout simplement à mon avis pour les conditions climatiques qui sont catastrophiques. Et c'est vrai que le style de jeu d'Anisimova sur cette surface-là, avec un tel vent, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je vais partir sur Kuznetsova, qui en plus est outsider. C'était hyper intéressant à prendre Kuznetsova. Mais voilà, Anisimova a préféré déclarer forfait. Quand je pense qu'il y a un Sakari Zabalenka là qui va arriver, j'en rigole parce que ça va être folklorique ce match-là, ça va être n'importe quoi. Moi de base, j'aurais dit Zabalenka, mais là, vous pouvez vous chier dessus si vous avez parié Zabalenka, hein. Comme si vous avez parié Sakari. Faut oublier ce bet-là, pariez pas ce match-là, vraiment oubliez aujourd'hui le tournoi de Doha, il y a un vent énorme. Voilà. Est-ce que je fais un retour sur les analyses d'hier? Bah rapidement, parce qu'après sinon la vidéo, je vais la faire sur toute l'après-midi. Faut que je branche mon PC. Tac. Bah écoutez, c'était pas mal, hein. C'était pas mal les analyses par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que vous avez dû vous en sortir. Finalement, moi, Oklahoma, je vous avais dit, la value était sur le moins 6, par exemple. Je vous donne un exemple ce match-là. Donc elle a été clairement value. Bon, moi, je l'ai proposé en combiné avec Indiana, en fait. J'ai pas pris le H. Et heureusement, parce qu'en fait, Oklahoma a dominé de la tête et des épaules. Et ils ont joué trop facile et ils se sont pris un run de fou dans le troisième quart-temps et ils se sont fait très peur. Ils ont quand même gagné, donc c'est le principal. Mais voilà, c'est pour ça des fois les handicaps avec ce genre d'équipe. Alors quand je dis ce genre d'équipe, c'est parce que c'est pas les Lakers, des choses comme ça. Les Lakers par exemple, le cut était moins 8 hier. Est-ce qu'ils l'ont fait sauter? Alors je sais qu'ils ont gagné, hein, mais je sais plus combien ils l'ont fait. Ouais, si vous voyez, ils ont fait sauter le cut, mais pas beaucoup, hein. Ça fait jouer à un point près. Donc voilà, bon, il n'y a pas eu de grosse surprise hier, hein. Voilà, on a eu les résultats logiques, entre guillemets, j'ai envie de dire. Finalement, moi, les Kings, j'avais un petit peu peur en fait, donc je ne les ai pas proposés, tout comme les 6, comme je vous ai dit. Je suis resté sur les points de Tatum, et par contre, en soirée, j'ai trouvé la cote de l'under des Kings hyper value, under 220. Je trouvais ça hyper intéressant à prendre à 2,05. Elle est même montée, moi je l'ai eu à 2,11 je crois, au cours de la nuit. Et du coup, bon bah voilà, hein, y a eu même pas 200 points dans le match, donc c'était clairement hyper valable, donc ça c'était plutôt cool. J'avais indiqué aux membres, il me semble que je vous l'avais dit que c'était un très bon coup à faire. Je regarde, ou non, je vous ai rien dit de plus dessus. Si, ouais.
Si, et puis Brogdon, le cumul que je vous ai donné, ça c'est assez comique puisque le cut était fixé à 28.5, un cut qui était sur le point d'exploser, puisque en 2 quarts temps et demi, il était déjà à 28 au cumul, sauf que 40 points d'avance, donc en fait il a été benché, donc il n'a pas joué. De la fin du match, sinon il aurait explosé son cut sans problème. Match des Bucks, l'under est passé. Bon, j'avais un léger feeling sur Milwaukee. Bon, ils ont gagné, mais je l'ai pas parié. Et par contre, j'ai pris l'under 230. Oui, on l'a explosé là aussi. J'avais Giannis, mon meilleur marqueur, qui a parfaitement été bloqué par la défense de Toronto. Si Toronto a perdu, on peut quand même louer leur tactique défensive sur Giannis Antetokounmpo hier. Franchement, leçon. Là, les Raptors, leçon tactique défensive pour bloquer Giannis, vraiment. C'était c'était très bien joué de leur part, voilà, rien à dire. Ils ont trouvé la solution, entre guillemets. Voilà. Bon, après Middleton, qui a eu du mal à se mettre en route, il a commencé à tout mettre après derrière. Donc il a allumé le bleu de chauffe. Voilà, c'est un peu Laurie et Van Vliet, la ligne arrière. Pourtant qu'il y avait un match-up à mon avis, c'était la clé pour les Raptors sur ce match-là, la ligne arrière. Et puis, Laurie et Van Vliet à deux, je ne sais plus combien ils mettent de points, mais il me semble que c'était pas fameux. Tac. Shoot, ouais, voilà, 2 sur 11, hein, Laurie. Voilà, 5 sur 14, Van Vliet, tu comptes. Ça fait 7 sur 25 à 2. Pas tes roches. Donc, voilà. Donc on passe à demain, là, à ce soir, pardon, parce que là, sinon, ça s'est terminé. Je suis au café. Je me suis levé il n'y a pas longtemps, donc je découvre les matchs presque en même temps que vous. J'ai regardé vite fait avant, j'ai eu le temps de voir un peu. Donc c'est parti. Cleveland, Philadelphie. Donc bon, on connaît toujours la petite défaillance de Phila à l'extérieur. Cleveland a fait quelques petits coups là ces derniers temps qu'on n'attendait pas spécialement de leur part. Bon, Fila devrait s'imposer. Mais Fila, au-delà de gagner, ils ont le meilleur bilan à domicile, certes, mais c'est une équipe que j'ai envie de taper en fait. Que j'ai envie de taper parce que je les attendais bien mieux que ça cette saison, un NBA bien plus dominateur. Dans le jeu, il n'y a rien du tout. Quand tu vas te taper en playoff des équipes qui sont rodées tactiquement, Fila, ils vont sombrer, hein, parce que c'est hyper standardisé, c'est toujours la même chose. Shoot extérieur, t'as quoi? T'as Richardson, et Richardson, c'est pas l'assurance tout risque. T'as Tobias Harris, bon, ok, t'as Tobias Harris. Soyons clairs, pour moi, Tobias Harris est le meilleur joueur de FIBA cette saison, tout simplement. Voilà. Pour moi, c'est le seul qui fait ses matchs concernant Fila. Simons n'est pas là ce soir. Simons, pour moi, sera jamais un très bon joueur tant qu'il n'aura pas un shoot mi-distance. Et c'est d'ailleurs la problématique de Fila, c'est que Simons n'a pas de shoot extérieur. Alors, je ne demande pas d'être Steph Curry à 3 points, mais même à 2 points. Le mec est obligé d'être en pénétration, sauf qu'à l'intérieur, tu as déjà une bide. Là, ça fait trop de monde à l'intérieur et ça fait que ton jeu, comme je le disais, quand tu as des équipes qui sont rodées tactiquement, défensivement, comme par exemple Toronto l'a montré hier face à Giannis, Fila, ça va prendre le bouillon face à Toronto en playoff. Pour l'instant, Fila, ça passe pas à Toronto, par exemple. Ça passe pas les Bucks non plus. C'est une certitude. Donc, pas sur 4 matchs. Donc voilà. Bon, Cleveland, c'est pas une équipe réputée pour sa grosse tactique défensive. Même s'il y a une belle marmule comme Dédé Drummond, Fila devrait s'imposer ce soir. Après, le cut, la value est sur le moins 7,5 ou plus 7,5. Ouais, mais je pense que là, pour le coup, Fila va le faire. Je vois pas Cleveland réitérer un exploit. Cleveland, ça reste relativement faible. Voilà. Fila va gagner pour moi. Le handicap, moins 7,5 peut être très intéressant à prendre aussi pour la cote. Voilà, c'est pas. Je pense qu'en fait, à choisir entre Fila gagne de 8 ou plus ou Cleveland gagne une paire de 8, le H en faveur de Fila est plus intéressant. Après, je pense pas que je le prendrai.
parce que Fila, c'est pas l'assurance touriste à l'extérieur, tout simplement. Par contre, je vais peut-être les prendre en vainqueur et par exemple Embiid de scoring, parce que je pense qu'il en mettra au moins 20. Ou après, pour une plus grosse cote et pour autant d'intérêt, peut-être Tobias Harris, qui mine de rien est pas si mal que ça au scoring cette année. Donc ça a médité, mais ouais, je vois Fila dans un premier temps s'imposer et ça peut être intéressant ou de cumuler également le scoring de Embiid et Harris, qui seront évidemment les deux options offensives numéro 1 côté Sixers ce soir. Concernant l'over-under de ce match, je ne touche pas. Voilà. Match suivant. Brooklyn-Washington. À Washington. Oula. Alors, avantage net, on est d'accord, ce qui est logique. Je pense que si vous suivez la NBA, je pense que je vous apprends rien. En fait, avantage net parce que Washington, ils n'étaient pas si loin des playoffs, mine de rien. Et donc, pas si loin de Orlando et Brooklyn. Surtout que Orlando et Brooklyn se sont affrontés au match dernier. Sauf qu'entre-temps, Washington a perdu et contre Cleveland et contre Chicago. Et ok, ils ont fait le faire contre les Bucks. Mais contre Chicago et Cleveland, si tu veux prétendre aux playoffs, tu dois gagner. Parce que là, ok, tu perds contre les Bucks. Ok, très bien. Mais tu gagnes ton match face aux Bulls que tu devais gagner. Tu gagnes ton match face à Cleveland que tu devais gagner. Là, tu as un bilan de 20-36. Bah, tu seras à 22-34. Et vous voyez le bilan des Nets, 26-30. Si Wash aurait été à 22-34 ce soir, si Wash aurait gagné ce soir, et bah Washington sera revenu sur les talons des Nets. Et là, tout était relancé pour les playoffs. Ce qui n'est plus le cas, puisqu'ils ont perdu ces deux matchs face à Chicago. Et Cleveland. Et donc, c'est l'occasion idéale pour Brooklyn d'enfoncer le clou. En fait, tout simplement de quasiment assurer sa place en playoff. Alors la saison est encore longue, mais là c'est une confrontation directe, donc c'est un match qui compte double, clairement. Donc voilà, il faut savoir que défensivement, Brooklyn, si c'était une catastrophe en début de saison, a quand même un peu remédié à ça et défend mieux, ça prend moins de points. Voilà, léger avantage net. Après, Washington, c'est toujours pareil. Avec le Bradley Beal, sur les deux derniers matchs, il a combien? Il a 110 points en deux matchs entre le match face aux Bulls et face aux Bucks. C'est assez incroyable, il est en mode All-Star depuis le début de saison de toute façon, et là il est en mode Super All-Star, tout simplement actuellement. C'est vrai que c'est difficile de voir les Nets le contenir, mais voilà, c'est bien d'avoir un Bradley Beal à 50 points, mais c'est un peu comme Portland avec Lillard, si autour ça met pas de points, voilà, ça perd. Donc ce serait pas étonnant de voir, non, j'allais parler de l'over-under, non. J'allais dire, ce serait pas étonnant de voir beaucoup de points, mais en fait, j'en suis pas si sûr que ça. Donc léger avantage net, parce que le 5 majeur fait que ils sont en position de force selon moi, parce qu'ils ont 5 joueurs capables de dépasser les 15 points. Caris Levert est plutôt intéressant en ce moment. Je pense que le cumul de Jarrett Allen, le pivot des Nets, est très intéressant à prendre ce soir, à voir combien est fixé le cut, mais ça peut être un bet très intéressant. Parce qu'en général le cut est relativement bas, c'est un match où Washington va sûrement mettre beaucoup de rythme, comme d'habitude. Donc il aura potentiellement pas mal de rebonds à prendre. Il aura l'avantage dans la peinture, donc il pourra mettre sa petite quinzaine de points également. Parce qu'il faut savoir que ces cuts, en général, ils sont situés à 22. À Jarrett Allen, c'est pas un joueur sur qui on compte pour les passes décisives. Mais voilà, vous voyez, en points et rebonds, les points et rebonds, c'est quelque chose où il est capable de dépasser les 10. Surtout contre un match comme celui face à Washington. Voilà. Après, en termes de scoring, c'est quand même difficile de prendre des joueurs des Nets parce que justement, il y a une grosse homogénéité au scoring. Vous voyez, un Dinwiddie, je crois que c'est lui qui a les cotes les plus faibles proposées par les bookmakers. Et vous voyez que ces derniers temps, il ne les fait pas. Parce qu'autour, tu as du Joe Harris, le Vert, qui mettent leurs 15, 16, vingtaine de points. Donc voilà. Voilà pour ce match-là. Je pense que vous avez toutes les clés pour celui-ci. Charlotte-New York. Alors, c'est simple. On vit une très belle saison NBA. Vraiment, on a des matchs passionnants, même des matchs comme ça où les affiches sont pas rêvées.
et bah c'est des affiches qui ont finalement de l'intérêt. Et bien sûr, celui-là, il n'y en a aucun. C'est un match, rayez-le là, grosse croix sur ce match-là. On s'en fout. Passons. Atlanta-Orlando. Oula, gros match. Oula. Ah bon, alors il faut voir les autres. Vous voyez, Atlanta-Orlando, limite, moi je le considère comme le match du soir. Alors bon, il y a un Utah-Boston, mais super match là. Atlanta-Orlando. Super match, c'est intéressant, ça, très intéressant en termes d'intérêt justement. Tic-tac-touc. Ouais, je regarde les cotes là. Ouais, donc ouais, logique les cotes. Bah justement, si on parle de value, la value est clairement sur les Hawks. Je vous explique. Tu prends les matchs dans les conditions actuelles des deux équipes, comment elles jouent, avec les joueurs qu'il y a, etc. Et bah Atlanta c'est value. Pourquoi? Tu joues ce match-là 10 fois. Tu prends 10 fois Atlanta. Atlanta le gagne 5 fois. Bah tu fais de l'argent, on est d'accord. Puisque à côté tu as de 17. Tu fais de l'argent. Si tu passes 50% du temps. Si tu joues Orlando 10 fois et il gagne que 5 fois, bah t'es perdant parce que la cote est à 1,77, donc tu perds de l'argent. Parce que c'est un 50-50, parce que alors Atlanta il tente un dernier run, bon, enfin je pense qu'il tente un dernier run, enfin c'est ce qu'il montre sur les derniers matchs. Bon, ils perdent à Philadelphie, à un moment ils en étaient très loin et ils sont revenus et Phila se fait un petit peu peur. Mais les Hawks, ça va être comme l'année dernière. L'année dernière, c'est une équipe qui a fait chier tout le monde en seconde partie de saison, à la maison, pas à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas terrible, les Hawks. Mais à la maison, ils jouent avec le cœur et ils en ont fait chier plus d'un la saison passée. Bah, s'ils veulent tenter un dernier round pour les playoffs, il faut gagner contre Orlando. Mais bon, je pense pas que Atlanta de toute façon ira en playoff. Mais Orlando est quand même en difficulté va être en difficulté sur ce match-là si un Trae Young met un minimum de panier. Parce que quand on parle du Magic, on parle de l'une des moins bonnes attaques de toute la ligue. Alors que Atlanta est une équipe qui met beaucoup de points, mais qui prend aussi beaucoup de points. Mais Orlando est une équipe qui en met pas énormément. Le jeu du Magic commence à être un peu trop stéréotypé depuis l'année dernière, où c'est toujours l'association Vucevic-Fournier, et ça joue en pick and roll. Je trouve que Vucevic commence à déjouer un petit peu ces derniers temps, parce qu'il cherche trop à shooter à 3 points, alors que c'est un joueur d'intérieur qui doit jouer à l'intérieur, d'autant plus ce soir face aux Hawks et leur faiblesse à l'intérieur défensive. Faut que Vucevic il joue dans la peinture ce soir. S'il joue près du cercle, Vucevic ce soir il en met 20, c'est sûr. Il dépasse les 20 points, Vucevic ce soir. Si fait le match qu'il doit faire, en fait, il pourrait même en mettre 25. Voilà. Après, concernant la win équipe, mon feeling va sur les Hawks. C'est un feeling, hein. Mon feeling va sur les Hawks ce soir. Parce que à la maison, et faut pas oublier qu'en début de saison, ok, il n'a pas été bon, mais ils ont été privés de John Collins, par exemple, pendant 15 matchs pour dopage. Là, ils sont presque au complet. Hunter Denmon, ouais. Ok, Aminou. Et vous voyez, des joueurs comme Aminou, Isaac, c'est quand même des joueurs. Enfin, Isaac, sur le début, il a fait un super début de saison avec Orlando. Ouais, c'est un joueur qui manque à cette équipe-là. Alors, c'est une équipe qui défend très bien, Orlando, mais sauf que si t'as un Young qui commence à prendre feu. En fait, c'est simple. Si le match, t'as deux équipes qui doivent aller à 120 points, Atlanta va gagner. Si les Magic arrivent à contenir un peu Atlanta, que l'adresse n'est pas trop là pour Young, Orlando peut s'en sortir. Donc c'est un peu un match à double tranchant, mais mon feeling va sur les Hawks. Petit feeling. Voilà. Après, est-ce que je vois un handicap inversé pour Atlanta? Bon, il doit être de 4. Et combien? Ah non, 2. Plus 2 à 1,99. Ouais, donc en gros, vous avez le plus 3 à. Tac.
Ouais. Plus 3,5, plus 4, 1,70, ouais. Faut jouer le plus 3,5, ouais, non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si Orlando gagne, ça peut être de 10 points aussi, quoi. Donc voilà. Je pense qu'il y a un petit billet sur Atlanta, ça se met ce soir pour la cote. Voilà. Voilà. Tout simplement. Et le scoring de Vucevic peut être intéressant à prendre également sur ce match-là. Miami, Minnesota. Tiens, bah, moi, Miami, ça me fait penser à Butler, forcément, qui est un joueur que j'adore. J'aurais pu en parler quand je parlais des Sixers. On voit les Sixers l'année dernière avec Butler et les Sixers cette année sans Butler. Et on voit le Heat avec Butler et le Heat sans Butler, c'est pas la même. Alors, Miami, ils sont hyper irréguliers en ce moment. Faut le dire, ça va pas des masses, ça va pas trop. Miami actuellement, notamment à l'extérieur. Le dernier match contre Cleveland est tout sauf rassurant. Ok, t'avais pas Butler, mais tu mènes je sais pas, il menait 18 points, je crois. Et finalement, quatrième carton, tu mets 10 points et t'en prends 30 contre Cleveland. Et tu pars en prolonge. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Alors, ils sont bien meilleurs à domicile où les trois quarts du temps, ils mettent 20 points à leur adversaire. Donc, un Miami au complet ce soir, ça met 20 points à Minnesota où Towns n'est pas là, où Russell sera là, mais voilà, Miami à la maison c'est costaud, sauf que là, vous voyez la petite ligne, Butler incertain, Adebayo incertain, Leonard et son expérience, Léonard, pardon, ça dit Léonard lui, je crois. Enfin bref, et pas là, Hierro aussi qui apporte du scoring, pas là. De toute façon, il doit avoir une cote de merde. Hein. Ouais, pour l'instant, je ne touche pas à ce match-là. Voilà, ça c'est dit. Tant que t'as pas les infos sur Butler, Adebayo, tout ça, tu peux pas être ce match-là. Parce que la cote vaut pas le coup, tout simplement, pour l'instant. Houston-Memphis. Bon, Houston doit être largement favori. Ouais. Donc, je vous en ai parlé sur Snap à un moment, j'avais dit faites vos jeux. Parce que il y a une place pour 6 équipes à la Conf Ouest et Memphis est en ballottage favorable. Pour moi, Memphis n'ira pas en playoff. Parce qu'une saison c'est long, je pense qu'il va falloir de l'expérience. Je pense qu'une équipe par exemple comme Nola, comme Portland quand Lillard va revenir, et comme les Spurs me semblent plus armés pour prétendre à cette place-là. Memphis va un peu craquer, je pense. Le départ de Jake Crowder pour moi est le gros point noir. Crowder qui est parti cet hiver à Miami. C'est peut-être pas un grand joueur, mais c'est un joueur important dans un effectif d'un point de vue défensif et collectif, mais aussi un petit peu en termes de leadership. C'est un joueur qui a beaucoup de caractère. Memphis est une équipe très jeune et c'est vrai qu'il amenait cette arme, il amenait ce petit plus à Memphis et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. C'était un facteur très important à tout ce qu'a fait Memphis sur cette première partie de saison qui est une très belle première partie de saison. J'ai peur que là ça s'essouffle sur cette seconde partie de saison. J'en ai déjà parlé. Alors, c'était pour les membres face à Sacramento. Tout le monde s'est roué sur Memphis. Moi, je voyais les Kings. Les Kings ont gagné. Parce que c'était à Sacramento et je vous dis, j'ai peur que Memphis ça craque. Et pour moi, le départ de Crowder est quand même embêtant pour les Grises. Donc là, la value est sur un handicap plus 10 ou moins 10. Alors Memphis, il faut savoir que même quand il perdait en première partie de saison, il perdait pas d'énormément à chaque fois. C'était quand même une équipe très accrocheuse. Là, ils viennent de prendre une pilule contre les Clippers. Je pense que, alors je vais pas regarder les absences, mais je pense que Houston gagnera de 10 ou plus ce soir. Je pense que ça peut être intéressant de le prendre ce handicap-là. Après, vous n'êtes pas obligé de prendre le plus 10, hein, vous pouvez prendre un H-7, un H-7, ça passe pour moi, je pense. Ouais, donc tout le monde est là. Ah ouais, Jackson et Clark pas là, côté Memphis. Ouais, compliqué pour Memphis ce soir. Très compliqué. Très compliqué en termes de stats individuelles, c'est toujours pareil avec Houston, c'est compliqué de prendre Westbrook ou Harden parce que les cuts sont très élevés, ce qui est normal.
Mais du coup, en fait, il y a, en termes de ratio code fiabilité, on n'y est pas. Voilà, parce que Harden, ça va dépendre s'il va être à 3 sur 14 ou 7 sur 14 à 3 points. Ça va dépendre de Westbrook un petit peu aussi, de ce qu'il va faire dans le match. Donc voilà, non, c'est pas très intéressant à prendre cette année Houston sur les stats individuelles. Tout comme, par exemple, une équipe comme les Clippers, avec George et Leonard, c'est toujours compliqué de savoir lequel va être le plus en mode scoreur sur le match. Que par exemple les Lakers, c'est un peu plus facile de partir sur Davis. Alors, on a eu la preuve contraire hier avec Tonton James qui a scoré. Mais d'ailleurs, hier, je vais parler du fun bet Zion, Ingram, LeBron et Davis à 100 points ou plus, que les 4 ils mettent 100 points ou plus dans le match. Et Unibet l'a bien proposé, il était à 1,85 et c'est passé. C'est passé. Donc voilà pour Houston-Memphis où je pense que Houston devrait s'imposer. Bon, je ne vais pas du H-7. Je pense que le H-6 c'est cool. Après, j'ai pas la cote, c'est vrai que ça doit pas être ouf. Le H-6 il doit être. Bon, on va regarder. Mais il doit pas être full. Bon, je vois Houston s'imposer, quoi qu'il en soit ce soir. Qu'est-ce que je vois? Ouais, ok. Allez, vous voyez, il gagne de 10 ou plus, il est à 1,67 en book en France. Et là, il est à 1,97 sur. Alors non, parce que c'est le H-11. Quoi Ouais. Houston, les 40 équipes. Le H-11, il est à 1,80. Oui, ok, d'accord, je préfère ça. Et vous voyez, il est à 1,97 sur le Ariel. Le Ariel, c'est plus intéressant. Voilà, donc après, ça peut se prendre. Hein. Franchement, le H-11 peut se prendre. De là à en faire une conscience du jour, non. Mais c'est un bon bet bankroll, si vous voulez, je pense. San Antonio Dallas. Alors, derby texan. Alors, Dallas, c'est une équipe qui est réputée depuis des années pour être très dure à battre à la maison. Et cette année, c'est à l'extérieur, où ils ont un super bilan à l'extérieur. Les Spurs sont en course pour les playoffs. Grosse victoire, très belle victoire à Utah, mais ils sont écroulés à Oklahoma. Ce qui, en soi, est dommageable, parce que quand tu vas chercher une win face à Utah, derrière, tu as l'opportunité de jouer Oklahoma 7ème de conférence et tu te fais éclater parce qu'ils se sont fait éclater. Alors, Aldridge out. D'accord. Ce que j'allais vous dire, moi les derbies, j'aime pas parler des derbies, c'est un peu comme les classicos, les Real Barça, tout ça, j'aime pas. Alors c'est intéressant, t'as de la belle cote, t'as tout ce que tu veux, t'as tout l'intérêt autour de ce match-là, si tu veux, t'as toute l'excitation entre guillemets. Et c'est comme un Brooklyn-New York par exemple. Moi j'aime pas pareil ce genre de match où tout est possible parce que c'est des derbies, ça a toujours une saveur particulière. Mais alors là, donc Doncic est là, Porzingis est là. Dallas c'est quand même fort offensivement. Et là, t'enlèves Aldridge, alors tu rajoutes de la défense côté Spurs, mais t'enlèves de l'attaque quoi. Alors même s'il n'est pas en carton de fou Aldridge en ce moment, c'est un joueur qui est capable de carton à tout moment et de faire un. Aldridge est capable de te faire des 17 sur 20 sur certains matchs. C'est incroyable. Mais bon, la plupart du temps, voilà, il est plus aux alentours des 20 points. Mais voilà, c'est pas un Lyles ou un Poltel qui va mettre 20 points ce soir. Donc c'est vrai que là, pour regarder ce match-là, avantage Dallas. Parce que plus d'options offensives tout simplement. Ouais, là, la tâche pour le coup, ça annonce compliqué pour les Spurs ce soir. Ouais, parce que première équipe à 100 points, ce sera Dallas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bien plus de joueurs offensifs à Dallas que les Spurs là pour le coup. Voilà, va falloir un gros Murray, Forbes, DeRozan quoi offensivement. Bon, après sur le banc, t'as des Patty Mills, t'as des Bellinelli capable de pourquoi pas bien scorer, mais non, là c'est compliqué avec l'absence d'Aldridge pour les Spurs ce soir. Over-under, je ne sais pas c'est quoi le cut, mais c'est pas un bon bet à prendre ce soir. Enfin, j'en vois pas un qui se détache plus que l'autre. Phoenix Lakers.
Oula, les Suns ils enchaînent en ce moment, je les vois souvent, ça revient souvent les Suns, non? Ils n'ont pas joué beaucoup de matchs par là ces derniers temps. Depuis leur reprise du All-Star Break, j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup. Je me suis trompé? Non, ouais. Ouais, ils ont fait. Ouais, non, en fait, là, ils n'ont pas joué hier. Ils ont eu 3 matchs en 4 jours. Et le bilan est positif, quoi. Bon, tu perds chez Toronto. Bon, tout le monde perd à Toronto, sauf les Bucks. Hein. Bon, tu gagnes chez les Bulls, d'accord. Et puis tu vas chercher cette grosse victoire à Utah, quoi. Ça, c'est une très belle victoire des Suns. Bon, là, c'est les Clippers qui sont. J'ai cru voir tout à l'heure d'un coup d'œil au complet. Yes, sir. Yes, Clippers au complet. Alors, les Clippers, c'est pas une équipe, hein, on est d'accord. Moi, c'est une équipe cette année qui me déçoit. Il n'y a rien, collectivement parlant. C'est un assemblage d'individualités. Alors, les individualités sont tellement fortes que ça suffit pour remporter les matchs. Mais il va falloir créer un collectif parce que sinon, ça peut faire tout drôle en playoff. Hein. Et on l'a vu sur certains matchs contre les Bucks, je me souviens, ils ont pris une déroute monumentale. Parce que chacun fait son petit truc de son côté et t'as beau avoir du talent, si ça rentre pas, bah, contre des équipes qui sont très soudées et qui ont des certitudes collectives, comme les Bucks, bah, c'est compliqué. Bon, alors là, c'est les Suns, donc c'est une équipe dans le style de jeu correspond aux Clippers. Là, pour le coup, je vois les Clippers s'imposer. C'est une équipe que j'aime pas parier, les Clippers en général, parce que bah, les cotes sont très faibles en général. Et c'est une équipe cette année qui est capable de perdre contre vraiment n'importe qui et gagner contre n'importe qui. Là, ils sont à l'extérieur. Cote, s'il vous plaît. 1,40, 1,39. Mais pour le coup, même le moins 6 là, moins 6,5 Clippers est intéressant. Ça peut être intéressant en termes de value d'aller chercher. Je vois plus les Clippers gagner de 7 que Phoenix perdre de 7 ou moins, en fait, pour le coup. Mais je vois les Clippers s'imposer. Donc vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce match-là, c'est un peu comme celui de Philadelphie tout à l'heure, où je vous ai dit que je voyais Phila, mais je suis pas sûr que Phila dépasse le cut. Les Clippers, je pense qu'ils dépassent le cut. Je vois ces deux équipes gagner. Tu combines Clippers, Philadelphie, tu as une cote de 1,75, ce qui n'est pas dégueu, par exemple. Voilà. Stats individuels, bah, Clippers, c'est toujours compliqué à prendre parce que tu sais pas lequel va se détacher plus que les autres. Il y a beaucoup d'homogénéité. Paul George, Harrell, Leonard, Lou Williams. Voilà. Maintenant, il y a Marcus Morris aussi qui prend de la place dans cette équipe. Enfin, voilà, c'est un assemblage de joueurs, les Clippers. Voilà. Le talent suffit, hein, pas diff, mais va falloir trouver une alchimie collective. Sinon, fin de saison, ça risque de faire tout drôle. Boston, Utah. Bah, c'est problématique Utah, hein, ce qu'ils nous font depuis la reprise du All-Star Break. 3 défaites de suite à la maison. C'est hyper rare pour une équipe comme le Jazz. Hein. C'est hyper rare. Et puis, ils ont pris énormément de points. Et ça, c'est inquiétant parce que Utah, c'est une équipe qui base ses matchs, qui base ses victoires de par sa défense. Et bah, tu te rends compte que ça prend le bouillon défensivement, quoi. Et quelle que soit l'équipe, hein, parce que c'est pas le même style, hein, que tu. Alors, Houston, Phoenix, ok, bon, voilà. Mais d'ailleurs, je crois que les Suns, ils avaient été fous. Ils avaient une adresse de fou à 3 points. Je sais pas, enfin, ils étaient à plus de 55, je crois. Non? Je vais pas vous dire de bêtises, hein, je préfère vérifier. Mais il me semble que l'adresse était assez au-delà de la moyenne, quoi. Ouais, 60%, 60%. Mais ce qui est inquiétant dans ces stats-là, vous voyez, 42 paniers à 2 points tentés par le Jazz face à une équipe comme Phoenix. C'est grave. Donc il y a un problème de contenu au-delà des résultats côté Jazz. C'est le contenu qui est catastrophique. Tu peux pas prendre que 42 paniers dans tout un match face à une équipe comme les Suns. C'est pas possible. Sachant que tu as un Rudy Gobert à l'intérieur. Donc lui, tu te dis, je sais pas combien il a pris de shoot, mais déjà, Rudy Gobert, il est où? Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal que, par exemple, un Gobert, il soit à 5 shoots pris dans ce match-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas normal. Voilà. Donc il y a un gros problème de contenu, de cohésion dans cette équipe de Jazz en ce moment. Alors,
le problème, c'est qu'ils ont encaissé plus de 115 points sur les 3 derniers matchs. Pour l'équipe défensive, c'est quand même compliqué. Donc c'est compliqué de partir sur le Jazz ce soir. Ça reste compliqué de partir sur Boston qui a joué hier. Je pense que après le Jazz c'est une équipe de série. Là la série est pas bonne. La mauvaise série pourrait continuer parce que là pour beaucoup dans la tête des gens ça veut dire ouais, ok. Déjà Utah était sur 2 défaites de suite à la maison, je les vois pas perdre contre Phoenix. C'est ce que beaucoup se sont dit à mon avis. Nous je me souviens on n'avait pas touché à ce match-là. Et du coup tout le monde a joué le Jazz. Ce qui est logique en soi. Hein. Si vous avez joué le Jazz contre les Suns, il ne faut pas vous en vouloir. Enfin, vous avez fait un choix complètement logique. Et là, du coup, ils vont se dire, bon, bah là, ils sont à 3 défaites consécutives, même si c'est Boston, ils devraient gagner à la maison parce que c'est quand même Utah et Utah c'est costaud à la maison. Et puis Boston, en plus, ils sont joués hier contre Portland. Vous voyez la réflexion? Mais je suis pas persuadé que Utah gagne ce soir. Alors, est-ce que prendre un H inversé pour les 6 est intéressant? Je ne pense pas non plus. Je pense que c'est pas une bonne option à l'heure actuelle. Pour moi, je vais réfléchir encore un peu sur ce match-là, mais c'est pas une bonne option de partir sur la win de l'un ou l'autre au vu du Jazz dernièrement ce qu'il propose. Je suis pas sûr. Tatum c'était un bon plan à prendre à 25 points en plus contre une équipe comme Portland hier, mais je suis pas sûr que ce soit un bet intéressant. Je pense que par exemple jouer un under sur ce match-là est peut-être plus intéressant que de partir sur la victoire de l'un ou l'autre. Mais au vu de ce qu'on voit sur les derniers matchs, la value est clairement sur Boston, qu'on soit d'accord. Hein. Après, je pense pas que je prendrai Boston ce soir. Mais voilà. La value est clairement sur eux ce soir. Ouais, il est bien fixé. Under 220. Ça peut être un bet intéressant. Under 220. Parce que même si c'est dur de prendre la win équipe, j'ai quand même du mal à croire que Utah va prendre encore un bouillon offensif de la part de Boston, qui n'est pas une équipe réputée pour être des monstres offensifs. Bon, c'est vrai que Tatum en ce moment il est en feu, mais je vous dis sur ce match-là, je suis pas sûr qu'il en claque 25, pardon. Et je suis pas sûr que Utah en mette 130 non plus. Donc l'under peut être une bonne option sur ce match-là. Voilà pour la NBA d'aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup de matchs, beaucoup de choses à dire. Voilà, je pense que j'ai été à l'essentiel dans ces matchs-là. Voilà, maintenant à vous de voir sur quoi vous voulez partir. Je vous ai parlé de Phila Clippers, peut être un bet en soi simple, logique, efficace. Ça l'est. Pourquoi pas les Hawks? Pourquoi pas mettre un petit billet sur les Hawks ce soir? De là à le jouer en bonne confiance, je ne pense pas, mais voilà, bet bankroll, ça peut être intéressant. Donc voilà, je pense avoir été complet. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, je pense qu'on va faire ça régulièrement désormais. Commentaires, n'hésitez pas vraiment à donner vos avis. Déjà sur les vidéos, qu'est-ce qui vous plaît, sur quoi je pourrais progresser, parce que je démarre dans ce domaine-là, donc je suis pas un expert, loin de là. Ça se trouve, vous êtes meilleur que moi. Certains font peut-être déjà des vidéos, j'en sais rien, moi, sur les jeux vidéo, etc. Donc n'hésitez pas à me partager votre opinion par rapport à ça. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous voyez pour ce soir. Hein, y a pas de... On n'est pas là pour juger de vos résultats ou quoi. Hein, chacun ses opinions. Voilà. Après, voilà, si vous échangez, n'hésitez pas à échanger entre vous. Et évidemment, si vous échangez entre vous, soyez respectueux. Hein, voilà. Je pense que c'est la base. Hein, donc voilà, bonne journée à tous. Et puis, je vous dis à demain pour les prochaines analyses NBA. Voilà.